je vois le business et un peu la vie aussi comme un jeu vidéo. Dès que je sors un peu de mes routines, je pars un peu en freestyle. Vouloir faire des choses complètement tarées mais qui finalement font avancer. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format d'interview avec des entrepreneurs qui ont réussi à croître rapidement. Puisque chaque business est différent, dans cet épisode, on va aller comprendre ce qui a fait la réussite d'un business sur le plan personnel mais aussi professionnel. Pour que tu puisses récupérer quelques pépites à appliquer directement dans ton activité. Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi. Salut. On a connu cet entrepreneur passionné dans un mastermind avec Julien Musy. Rémi, je te laisse te présenter rapidement. Salut à tous, du coup moi c'est Rémi, je travaille notamment sur les domaines d'automatisation et de no-code. Et en effet, on s'est rencontrés sur les masterminds de Julien, puisque à l'époque je travaillais avec lui. Okay. Et c'est d'ailleurs moi qui avais mis en place tous ces systèmes et ces outils qui lui permettaient de scaler son business autant grâce à l'automatisation, au no-code et plein de petites astuces comme ça. Ok, bon, on va avoir l'occasion de revoir tout ça, tout ce que tu fais pendant cette interview. On va commencer par une première question. Qui étais-tu avant de commencer dans le no-code ? Yes, moi je fais de l'entrepreneuriat, on va dire depuis 2013 à peu près. Okay. J'étais en école de commerce et en fait je me suis associé avec un ancien de l'école qui avait déjà sa boîte. Et je faisais mon alternance, je faisais mon école en alternance dans cette boîte-là et on s'est associés. À l'époque, on faisait intervenir des conférenciers en entreprise. Okay. On a saisi une opportunité avec un auteur d'un livre qui s'appelle toujours Naviraju, qui parlait de frugalité et comment faire plus avec moins. Petit à petit, de fil en aiguille, on a développé cette activité d'agence de conférenciers. Puis, au fur et à mesure du temps, on a développé aussi d'autres activités. Notamment, on s'est mis à créer des sites internet dans le domaine de l'équitation. Donc, rien à voir. C'est juste qu'encore une fois, on avait une opportunité pour bosser là-dedans et on a créé des sites e-commerce dédiés à l'équitation. Okay. En parallèle de tout ça, j'ai aussi cofondé un bar à jus de fruits. Encore une fois, rien à voir. J'ai fait plein de choses. Bar à jus de fruits qui s'appelle Moody's, qui est localisé dans Paris et qui maintenant a un peu pivoté, moi je suis plus dans l'entreprise, Okay. Qui a un peu pivoté et qui s'est plus orienté vers l'activité de traiteur et qui marche super bien et bref, okay. Trop c'est bien. une belle boîte. Trop bien. Donc je me suis un peu perdu dans plein de choses, j'avais un peu cette idée de l'entrepreneuriat du mec qui a plein de boîtes, qui fait plein de choses et c'est cool. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que si on veut être focus et développer un projet, en faire 3 à la fois, c'est juste pas possible. Okay. Et j'ai un peu tout lâché pour m'orienter et faire un peu ma petite carrière solo. Ok. À partir de quand tu décides de changer complètement, donc de passer de plusieurs entreprises à te lancer en solopreneur? Je crois que c'est aux environs de 2017 où j'ai commencé un peu à craquer dans le sens où je commençais mes journées vers 4h du matin pour presser des jus. Puis ensuite, j'enchaînais sur de la livraison des jus auprès des entreprises. Okay. Puis ensuite, j'allais au bureau gérer les conférences et les sites internet. Donc bref, je faisais un peu trop de choses et je me suis rendu compte que c'était trop. Et donc fin 2017, je dirais début 2018, j'ai décidé d'arrêter complètement avec les jus de fruits. Ok. Tu revends tes parts ou tu revends tes parts? Ouais, j'ai revendu mes parts à mes anciens associés. Ok. Donc séparation qui s'est très bien faite, hein, ils ont très bien compris et de toute façon, j'étais pas non plus à 100% dans cette activité-là. Et puis plutôt mi-2018, je dirais. J'ai arrêté aussi complètement avec les sites internet et les conférences. Okay. Donc je suis toujours associé à cette entreprise, mais il se passe pas grand chose. Il se passe plus grand chose. On travaille avec des clients historiques sur lesquels on fait plus de la maintenance des sites qu'on avait mis en place. Et l'activité de conférencier est quasiment à zéro. Okay. Donc à peu près à cette époque-là, je fais le switch et je décide de partir un peu en solo sans trop savoir où est-ce que je vais aller, honnêtement. Trop bien. Voilà. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer dans le no-code et de choisir cette niche-là? En fait, elle est venue un peu par hasard. Aux alentours, je te dis à l'époque où j'ai commencé à me dire attends, je fais trop de choses, il faut que je trouve des moyens d'optimiser. Je me suis un peu intéressé à la productivité.
C'est aussi un peu le moment où en France, il y a eu un petit essor des business en ligne. On a commencé à en parler. C'était déjà très présent aux US, mais en France un peu moins. Et j'ai notamment lu un livre qui s'appelle La 25e heure, qui est un bouquin de productivité, qui parle d'outils de productivité, de méthodes pour s'organiser, être un peu plus efficace. Et c'est là que j'ai découvert notamment Zapier, un outil d'automatisation qui commençait à bien se développer à cette époque-là. Moi, j'avais déjà pas mal bossé aussi avec Airtable dans mes précédentes activités. Toujours dans cette optique de s'organiser, de faire un petit CRM un peu sur mesure. On avait des besoins un peu spécifiques. Donc déjà, dans mes anciennes activités, j'ai toujours eu le poste un peu de CTO, directeur technique, puisque j'ai un passé un peu geek. Et ouais, et du coup, de par ces trucs-là, je m'étais intéressé à Airtable, qui est un outil no-code et qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus trop besoin de présenter. Ouais, le no-code, c'est vraiment là sur ces derniers mois. Tout le monde se met à parler de no-code. Avant, c'était peu présent, mais là, ça s'accélère vraiment. Et bref, donc à cette époque, je ne savais même pas que ça s'appelait no-code. Et puis en fait, quand j'ai arrêté de bosser avec mes anciens associés, je me suis mis à faire un peu des petits sites internet par-ci par-là, à faire des conseils en web marketing parce que c'était un peu la mode des business en ligne à ce moment-là, sauf que, spoiler alert, j'étais nul. Au moins tu le reconnais. Et puis en fait, un jour en lisant une newsletter d'Antoine BM, qu'on connaît tous je pense aussi, qui est un créateur de contenu assez influent en France, il parlait de Félix, qui n'était pas encore son associé à l'époque, mais avec lequel il s'est associé plus tard. Et Félix, notamment, était un gars qui était très bon sur Zapier. Et moi, Zapier, je l'utilisais à des titres un peu perso. Pour moi, c'était pas un outil très compliqué à utiliser. Et je me disais, en fait, tout le monde peut utiliser Zapier. Il suffit de connaître l'outil. Et voilà, c'est 3 clics. Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée, c'est ça. Et en fait, j'ai contacté Félix en lui disant, mais il y a vraiment un business autour de Zapier, parce que lui, c'est ce qu'il faisait un peu à l'époque. Et il me dit, ouais, écoute, moi, je fais du business, je fais facilement 10 000 par mois en bossant 20 heures par semaine. Donc, ouais, il y a un business, il n'y a personne qui fait ça, du moins en France, il n'y a pas grand monde. Et moi, vu que je commençais un petit peu à maîtriser l'outil, je me suis dit, why not ? Et à ce moment-là, on est, je dirais, mi-2019 à peu près, début mi-2019. Et c'est là que je me dis, allons-y, je vais tester, je vais essayer de trouver du monde avec qui bosser. Et donc il y a une période de 2 ans où tu fais plein de petites choses. Je fais plein de petites choses. Avant de partir à fond sur ça. Je génère à peine 1000 balles par mois, et je suis un peu en galère, je vis chez mes parents, et voilà quoi. Sur les réseaux, on voit tout le temps la face magique et les belles choses de l'entrepreneuriat, et on voit pas souvent ce qui se cache derrière. Et en discutant avec des entrepreneurs, tu vois qu'ils ont tous eu des moments de galère, et c'est normal, ça fait partie du parcours. Ok, trop bien. Donc on voit quand même que tu avais des compétences dans ce domaine-là avant de te lancer, que tu n'arrives pas de nulle part, et sinon ça aurait pas duré comme ton activité de consultant. Donc d'où l'importance, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se lancent aussi sans trop de compétences et qui pensent que ça va être magique, quoi. Ils vont se lancer, alors que quand tu as des bonnes compétences, ça fait quand même la différence sur du court, moyen, long terme. Après, je me permets de rebondir là-dessus parce que au début, quand je me suis lancé, j'avais pas les compétences que j'ai aujourd'hui. Ce qui est normal. Il y a aussi tout un processus où tu apprends à force d'avoir des cas concrets avec des clients qui te demandent des choses. Et puis, en fait, petit à petit, tu t'améliores, et en fonction des demandes des clients, tu découvres de nouveaux concepts, de trucs auxquels tu n'avais pas pensé parce que tu n'es pas dans le business des autres. Et c'est justement ce que j'aime aussi avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que t'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps en fait. Et j'aime bien dire que je suis payé à apprendre parce que je travaille avec des entrepreneurs qui sont hyper intéressants. Et ça me permet d'apprendre leurs techniques, leurs stratégies indirectement, parce que en fait je les aide à élaborer les process et les automatiser. Ok, trop bien. Être payé à apprendre. Ça c'est pas mal. C'est un bon business. Donc tu es payé à te former, trop bien. Quels ont été les premiers défis quand tu t'es lancé dans cette activité-là ? Parce que finalement, si je comprends bien, tu as toujours été entrepreneur quasiment. Ouais.
Ouais, en fait, quand j'ai arrêté le bac, quand j'ai arrêté après le bac, j'avais pas envie de faire d'études. Okay. Un peu rebelle. Mon père m'a dit, mes parents m'ont dit, si tu veux arrêter après le bac, il n'y a pas de souci. Par contre, tu vas bosser. Okay. Tu restes pas à la maison à rien faire. J'ai dit bon, ok. Donc au début, je trouvais pas de taf. Faut dire que je cherchais pas trop non plus. Et mon père, ayant un garage de voitures américaines, m'a dit écoute, tant que tu trouves pas de taf, tu viens bosser avec moi. Bref. Okay. Au final, j'ai bossé pendant 1 an et demi dans un resto. Okay. Très vite, j'ai évolué, je suis devenu manager. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait, c'était ça qui me plaisait. C'est pas juste être serveur, c'est le côté diriger un peu, gérer, faire un peu la stratégie. Enfin, surtout gérer l'entreprise en elle-même, même si au poste de manager, tu gères pas tout, mais tu as quand même quelques responsabilités intéressantes. Et c'est là que je me suis dit, je repars en école de commerce. Okay. Et voilà. Okay, et donc j'ai repris comme ça. Ok, trop bien. Et du coup, quels ont été les premiers défis auxquels tu as été confronté quand tu as lancé ton entreprise de no-code? Ouais. Les premiers défis, en vrai, il y en a 2, je dirais. Le premier qui est évident, trouver des clients. Comme tout le monde, surtout qu'en fait, comme j'ai dit avant, moi j'avais le poste un peu technique, un peu en arrière-plan et qui m'allait bien, qui m'allait très bien puisque je suis un peu introverti et que me mettre sur le devant de la scène, c'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi à l'époque. Donc aller chercher mes premiers clients et on est en 2019 et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le no-code, l'automatisation, c'est des sujets qui sont inconnus au bataillon. Ouais. Donc tu dois éduquer. Donc tu dois éduquer ton marché et c'est là où en fait ça a été presque le plus dur pour moi puisque comment trouver des clients et leur faire comprendre qu'il y a un vrai enjeu à mettre en place des outils, notamment d'automatisation, même si on passe outre le côté no-code, puisque on peut le faire aussi en code, mais qu'il y a des outils d'automatisation qui sortent. À l'époque, il y avait Zapier qui était vraiment très gros, et qui permettent de mettre en place des choses assez rapidement, assez facilement, et de gagner du temps, soulager de la charge mentale, aller plus vite, être plus efficace. Bref, il y a 1000 avantages à l'automatisation, mais à cette époque-là, les gens ne sont pas trop au courant de tout ça. Donc trouver des clients et puis surtout éduquer le marché par rapport à ça, pas simple. Aujourd'hui, en 2023, c'est la norme, tout le monde parle de ça et limite, c'est un peu le sujet de tendance. Mais pas très longtemps, j'ai l'impression, ça fait quelques mois qu'on en entend de plus en plus parler. Ça fait bien 1 an où vraiment ça explose, mais déjà pendant le Covid, donc en 2020, ça a commencé grâce au Covid et moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment trouver des clients et à faire du business du vrai grâce au Covid. Désolé, mais c'est vrai. Comme beaucoup, je pense, d'entrepreneurs en ligne, c'est que les entreprises se sont rendues compte que sans les gens au bureau, il faut trouver d'autres solutions. Et en fait, l'automatisation y répond bien. Le no-code aussi, puisqu'elle permet de créer des systèmes assez rapidement, assez facilement et d'avoir des MVP qui se construisent super rapidement. À moindre coût. Complètement. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, 2020, tu trouves des premiers clients. Depuis, tu as eu plein de clients dans ce domaine-là. Quel est ton business model? Comment tu fonctionnes par rapport à tout ça? Finalement, de manière assez simple, j'ai, on va dire, trois grandes façons de faire. La première, c'est fonctionner à l'heure comme un freelance classique. Okay. Dans ce genre de cas, en fait, ça va être des problématiques très précises. Je te prends un exemple bête et méchant. Tu veux automatiser la descente ou non, tu veux automatiser le fait d'envoyer un contrat automatiquement dès que tu signes un client. Okay. Le client il a juste ce besoin très précis, je veux juste envoyer un contrat, le reste je gère. Ok, dans ces cas-là c'est un truc entre guillemets simple. Si tu me fournis tous les éléments, moi c'est 1 heure de taf, peut-être 2 si il y a de la manipulation dans le contrat, ajuster certaines choses, mais c'est un truc qui est assez simple à faire pour moi, donc ça sert à rien de facturer des heures de maintenance, des heures d'audit, de machin, de trucs. C'est assez straightforward, donc je facture à l'heure. Okay. Et après, la deuxième mode de fonctionnement, où c'est plus là, on va chercher à mettre en place des systèmes
Donc c'est vraiment pas, on se contente pas de une automatisation, on va vraiment chercher à poser ce qu'il y a aujourd'hui d'existant dans le business. Okay. On réfléchit à tous les process qui existent. Et là, on va chercher à les optimiser, à les automatiser quand c'est possible. Donc là, tu rentres dans la boîte de tes clients. Et donc là, je rentre dans la boîte de mes clients. Et il y a un vrai échange qui est fait avec le client. On travaille presque, j'aime bien dire que je travaille en partenariat avec mes clients sur ce genre de trucs parce que c'est des missions qui durent plus longtemps. Souvent, c'est sur quelques mois. Et dans ces cas-là, je facture en mode package, souvent forcément à la valeur que ça va leur apporter derrière. Donc voilà. Et après, j'ai la troisième un peu presta type qui est l'accompagnement maintenance, qui est une fois qu'on a mis en place les systèmes, je laisse pas les clients tout seuls. Alors il y en a qui vont vouloir prendre comme leur indépendance. Prendre en autonomie, apprendre à faire eux-mêmes, à gérer et à comprendre, et c'est top. Et donc moi à ce moment-là, je les forme à vraiment prendre en main les outils. Dans tous les cas, je les forme à prendre en main les outils, mais là, il peut y avoir, s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est un peu plus technique, auquel cas je vais le former un peu plus en détail, comment ça fonctionne, comment trouver les erreurs, comment les résoudre. Bref, et dans le cas où ils aiment bien avoir quand même quelqu'un en backup, moi je fais des contrats un peu d'accompagnement, de maintenance mensuelle. On fait un forfait en fonction du temps qu'on estime qu'on va y passer. Et voilà. Ok, ça te permet de te faire un récurrent aussi. Exactement, qui est super intéressant. Complètement. Ok, trop bien. Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu avais commencé à trouver des clients en 2020. Aujourd'hui, comment tu fonctionnes pour trouver des clients ? Comment tu te vends à tes clients? En fait, j'ai la chance, mine de rien, d'être sur le secteur depuis maintenant fin 2019, 2020. T'es un des premiers, donc j'étais un peu l'un des premiers sur le secteur. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Juste parce que j'avais un profil LinkedIn, je faisais rien, hein. J'avais juste un profil LinkedIn qui disait automatisation et j'ai chopé des leads comme ça sans rien faire. Ils sont venus à moi parce que j'étais un peu tout seul à cette époque-là sur la place de marché. Aujourd'hui, j'ai pu bosser quand même avec pas mal de clients, notamment sur le secteur du coaching en ligne. Sur le secteur de l'accompagnement, ce que vous faites vous d'ailleurs, hein, vous êtes typiquement le genre de client que j'accompagne, et j'ai la chance qu'ils me recommandent, et donc je fonctionne énormément au bouche à oreille. J'ai pas vraiment de canal d'acquisition, je sais c'est pas bien, mais j'ai la chance de pouvoir fonctionner comme ça, être recommandé à droite à gauche, et d'avoir des clients qui tombent un peu tout seuls dans mon bec, donc c'est cool. Maintenant, il y a des choses à optimiser par rapport à ça parce que aujourd'hui, je suis plus tout seul sur le marché. Il y a beaucoup de monde, donc j'ai des choses à améliorer. Mettre en place une stratégie d'acquisition payante ou autre. Exactement. Ok. Parce que tu tournes à combien de chiffre d'affaires mensuel en moyenne, si tu peux le partager? Alors il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis ce qu'on appelle le SMIC LinkedIn. Donc je tourne en moyenne, je suis à 10-11K par mois. L'année dernière, en 2022, je tournais à 16 en moyenne lycée sur l'année. Donc c'est rien d'exceptionnel, mais après je bosse tout seul. Donc j'ai une très bonne marge. Les seuls coûts que j'ai, c'est les outils que j'utilise. Donc bon, franchement, je vis bien. Tu t'en sors bien. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, c'est des visions différentes. Dans le premier épisode, on a accueilli Léo, qui lui voulait bâtir une équipe, réinvestir. Ok, ouais, il m'en a parlé. Et qui voulait réinvestir pour bâtir une équipe, et qui a vraiment cet aspect je délègue, j'apprends à faire aux autres, quoi. Et toi qui travailles tout seul, et tu as l'air d'adorer être tout seul. C'est deux visions différentes. Complètement. Ok, trop bien. Est-ce que toi, tu automatises des aspects dans ton activité? Ouais, bien sûr. Quels aspects tu automatises? En vrai, j'automatise un peu tout et n'importe quoi. J'ai un peu le syndrome de je fais mes tests. Alors, il y a des fois où je le fais bien, dans le sens où quand je repère des patterns, où je me rends compte que je fais toujours plus ou moins la même chose. Je prends l'exemple à la con, générer des factures. Au début, je l'automatisais pas parce qu'il y avait toujours un petit truc à ajuster, machin. Aujourd'hui, j'ai des trucs qui sont très précis, j'ai des produits qui sont assez fixes. J'ai éventuellement juste un nombre d'heures à ajuster ou un montant. Donc aujourd'hui, c'est les choses que j'ai automatisées. Donc voilà, il y a deux trucs. Il y a ce côté où
un peu cartésien où j'automatise ce qui est utile, et d'ailleurs ce que je recommande à mes clients. Et il y a le côté où parfois je gère un peu dans mon cerveau et je me dis tiens comment on pourrait faire ça, et puis je m'amuse tout seul à automatiser des trucs qui servent à rien, mais j'apprends, je teste des choses, et puis parfois je teste des choses qui sont intéressantes, et puis ça me permet de les repartager derrière. Ça me donne un peu de contenu aussi à partager de temps en temps. Donc oui, j'automatise forcément des choses de mon côté. Ok, ouais, c'est un métier où il faut être quand même passionné et aimer ce que tu fais. C'est un métier où il faut aimer ce que tu fais et être toujours curieux. Ouais. Curieux et ouvert, et avoir toujours une veille sur ce qui se passe. C'est un secteur qui évolue énormément. On le voit avec l'intelligence artificielle là, qui est sortie en novembre, qui est sortie il y a 1 an. Et quand on voit quand c'est sorti en novembre dernier et aujourd'hui où on en est en novembre 2023, what quoi. Il y a quelques jours, il y a eu des annonces. Enfin bref, faut être curieux, faut toujours essayer, et puis c'est comme ça qu'on apprend, qu'on devient meilleur. J'aime bien dire que, enfin, je le dis mais ça vient pas de moi, je sais plus où j'ai entendu ça, mais un entrepreneur qui cherche pas à toujours apprendre de nouvelles choses, à faire grandir ses compétences, finalement il va se faire bouffer par le marché, il va vite disparaître. Ouais, donc c'est un peu un devoir de l'entrepreneur. De toujours chercher à évoluer, à évoluer, qu'importe le secteur d'activité dans lequel il est, il y a toujours de nouvelles choses sur lesquelles il faut qu'ils deviennent meilleurs, quoi. Ouais, complètement. Et là, pour prendre l'exemple, il y a un restaurant qu'on accompagnait il y a longtemps sur une presta, et lui, il se faisait connaître encore grâce aux pages jaunes. Donc tu te dis niveau évolution, c'est pas dingue. Après, il fonctionnait quand même bien parce qu'il était là depuis longtemps et tout ça, mais c'est ça. Mais tu as quand même des évolutions à faire, c'est comme tout business. Ouais. On va passer à un côté un petit peu plus perso. Ouais. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu as une routine? Je sais que la vie est très partagée sur ça. Ouais, j'ai une routine et je fonctionne beaucoup avec les routines, ce qui peut un peu rendre folle ma copine parfois. Okay. Dès que je sors un peu de mes routines, je pars un peu en freestyle. Façon de parler, je pars pas non plus beaucoup, mais... donc ouais, j'ai une routine notamment... le matin, donc je me lève aux alentours de 7h, prendre ma douche, tout ça, bon, rien d'exceptionnel. Et j'aime bien directement, avant d'attaquer ma journée, avant d'allumer l'ordi, c'est lire un bouquin. Okay. Donc je lis souvent pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je lis beaucoup autour du forcément business. Je suis pas trop roman, ce genre de trucs. Je préfère lire des trucs pratique et qu'on peut appliquer immédiatement dans le business. Alors après, ça peut être tout, n'importe quoi, de la vente, du marketing, de l'entrepreneuriat de manière générale. Tout ce qui touche, qui peut t'aider dans ton entreprise, quoi. Techniques, etc. Okay. Donc ouais, tout ce qui touche à l'entreprise. Et une fois que j'ai fini ma petite lecture, j'allume l'ordi et sur Notion, en fait, je me suis fait un petit espace que j'appelle ma personal review. Okay. Dans lequel en fait tous les jours j'ai une liste de petites choses à cocher. C'est typiquement est-ce que je me suis bien levé à l'heure, est-ce que j'ai fait ma lecture, j'ai la case méditation qui est là mais qui est jamais cochée parce que je le fais pas, mais j'aimerais bien le faire, mais je sais pas, j'arrive pas à l'intégrer dans ma routine. C'est pas si important pour toi. C'est que c'est pas si important pour moi. Et surtout après c'est on prépare la journée. J'ai aussi le truc pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui, et j'aime bien le petit côté aussi affirmation positive. Okay. Je me mets toujours un petit truc pour me motiver pour la journée, et puis derrière c'est organisation des tâches de la journée. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je classe par ordre d'importance. Est-ce que c'est urgent, important? J'utilise la matrice d'Eisenhower. Okay. Pour gérer mes to-do. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo YouTube là-dessus si ça vous intéresse. C'est pour moi l'outil indispensable. Ouais. Et juste avec cet outil-là, tu peux, si tu le comprends bien, réussir à t'organiser. Clairement. Depuis que j'ai mis ça en place, je suis beaucoup plus focus. Je sais exactement vers où je dois aller. Bref. Et donc, le matin, je m'organise ça. Hop. En vrai, je l'ai déjà fait la veille, mais on va y venir. Donc j'ai cette petite routine, et puis une fois que j'ai préparé toutes ces choses-là, j'attaque quoi. Okay. J'attaque directement, je me fais un petit café et puis j'attaque le projet le plus important de la journée. Souvent c'est un projet client, et j'exécute quoi. J'exécute bêtement. Et puis en fin de journée, j'ai aussi du coup toujours mon petit personal review, mais du coup evening review.
Où là, c'est on check dans quel état je me sens, est-ce que je suis content de ma journée, quel pourcentage de tâches j'ai effectué, est-ce que j'ai tout fait, pas tout fait, et si j'ai pas tout fait, qu'est-ce qui a fait que ça a merdé. Okay. Bref, toujours dans ce process un peu d'amélioration continue, d'essayer de m'améliorer, pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui, est-ce que je me suis mis à prendre mon téléphone à 10h du matin alors que je le fais jamais, enfin bref, des conneries comme ça. Okay. Et voilà quoi, après mes petites routines, sinon j'aime pas prendre de call le matin. Ok, tu gardes ta matinée pour les tâches Je garde ma matinée pour les tâches un peu deep work. Okay. Mon téléphone il est genre inaccessible. Enfin, si, je peux l'ouvrir mais il est en mode ne pas déranger. Normalement j'y touche pas du tout avant midi quand je commence un peu à fatiguer de ma matinée et que je me dis tiens, il faudrait peut-être manger. Okay. Voilà. Donc ta routine te prend quoi 30 minutes, 1 heure à faire finalement Même pas en vrai, ça me prend peut-être 20 minutes au total sur ma journée quoi. Enfin, si on inclut ma lecture, oui, ça me prend 1 heure quoi. Mais sinon, le fait de me faire mes petites reviews du matin, de checker ce que j'avais prévu la veille et puis le soir, checker ce que j'ai fait et puis préparer la journée du lendemain. Ça me prend un quart d'heure, 20 minutes. Okay. C'est dingue de voir comme chaque entrepreneur a une routine ou non, a une routine complètement différente. Mais ce que je remarque, c'est que chaque entrepreneur qui réussit a sa propre façon de faire et ne copie pas la routine ou la façon de faire d'un autre. Ouais, je pense. Après, comme tout le monde, j'ai copié un peu des trucs de ce que j'ai pu lire dans des bouquins, de ce que j'ai pu voir auprès d'autres entrepreneurs. Et puis avec le temps, justement, avec ce concept un peu d'amélioration continue que je fais, je me rends compte que ça, en fait, ça marche pas du tout sur moi. Typiquement, la méditation, je te dis, ça fait je sais pas combien de mois que le matin, je vois ça, je le coche pas, et que du coup, le pourcentage d'accomplissement de ma journée, il est jamais à 100% parce qu'il y a méditation qui est jamais coché. Donc, il faudrait juste que je le supprime et peut-être ajouter autre chose à la place. Mais ouais, je pense que chacun a sa méthode de fonctionner. C'est ça. On peut en effet être un peu plus proche de telle ou telle façon de fonctionner de tel ou tel entrepreneur. Mais je pense qu'on a chacun notre propre truc à nous en interne qui fait que ça marche pour nous et pas pour un autre, quoi. Ouais, et en copiant, moi je vois des personnes lire... je sais plus quel livre, Miracle Morning, et se lever à 5h30, sauter dans de l'eau gelée et tout. J'ai essayé, tu vois, ça mais ouais. Après, tu commences ta journée et t'es épuisé de ta routine et tu fais rien de ta journée. Ouais. Et quand j'en vois plein faire cette erreur-là, et il y en a, ils persistent pendant des mois et des mois, mais ça sert à rien. Trouve-toi quelque chose qui te correspond. Et si t'as pas besoin de routine, peut-être que t'as pas besoin de routine et c'est ok aussi. Ouais. Juste se lever et go. Quoi. Miracle Morning, c'est un bon exemple parce que tu vois, je l'ai essayé peut-être 3 semaines. Vous vous dites, mais non, c'est pas pour moi de me lever à 5 heures. T'es épuisé. Non, c'est pas moi. Ouais, et t'en as qui vont culpabiliser après de pas tenir, alors que non, en fait, c'est juste que ça te correspond pas, il faut trouver ce qui te correspond. Exactement. Bon, on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Quelle a été ta réussite la plus marquante niveau business? Je sais pas si on peut dire une réussite, parce qu'en vrai, je pense que c'est plus un parcours, un ensemble de choses. Je vois plus ça, en fait. En fait, moi, je vois le business, et un peu la vie aussi, de manière générale, comme un jeu vidéo. Okay. Dans le sens où tu as des niveaux à passer. À chaque fin de niveau, tu as un peu un boss de fin. Et ça correspond un peu à toi, comment tu évolues, que ce soit dans ta vie perso ou dans la vie business. C'est plus facile, je pense, à traquer, à quantifier dans le business. Parce que tu te fixes des objectifs un peu plus concrets, mesurables, etc. C'est plus facile à établir. Mais j'ai pas vraiment de réussite particulière, je pense. J'ai des satisfactions personnelles, on peut dire, plutôt que des réussites, si tu veux. Ça va être des trucs comme, par exemple, avoir pu bosser avec Julien Musi pendant 2 ans et demi. C'est, comment dire, un peu un accomplissement personnel, dans le sens où je me dis que grâce à ma participation dans son business, on a pu accompagner des centaines, si ce n'est des milliers d'entrepreneurs à se développer et à créer des business qui fonctionnent bien, dont vous avez pu faire partie aussi, mais pas que. Et bref, c'est ces petits trucs-là, moi, qui font que je suis content. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment pouvoir aider les autres,
Dans mes valeurs un peu personnelles, j'ai cette notion d'utilité. Okay. J'ai besoin de me sentir utile auprès des autres en leur apportant ce que je peux leur apporter. Et ouais, donc c'est plus des petites choses comme ça, des petites satisfactions personnelles. C'est un peu être utile au quotidien et apporter de la valeur à mes clients ou aux clients de mes clients par effet de ricochet en fait. Okay. À l'inverse de tes réussites, est-ce que tu as un gros challenge en ce moment ou pour toi c'est normal, les challenges c'est un peu les boss Ouais, ouais, c'est exactement ça, t'as tout compris, ma façon de fonctionner, c'est en effet les challenges que je peux rencontrer dans le business, c'est mes boss de fin. Là ça fait quelques temps, honnêtement, on va dire un bon 6-8 mois je pense, où j'ai perdu un peu le truc qui me faisait kiffer dans mon business. Et donc c'est un peu le challenge que j'ai là en ce moment, c'est comment je peux me réinventer dans mon business, sachant que ce que je fais, je kiffe vraiment profondément ça. Créer des systèmes, créer des outils, automatiser des choses, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me correspond. Mais la façon de le faire aujourd'hui me convient plus complètement. J'ai l'impression un peu de tourner en rond. Okay. Et apporter de la nouveauté et j'ai l'impression que je suis en train de le débloquer là depuis quelques semaines, donc c'est marrant qu'on en aborde là, parce que j'ai repensé à un truc que j'avais vu je crois dans une formation, il me semble que c'est la formation de Alec Henry, mais au final c'est quelque chose qu'on retrouve partout, mais ça m'est revenu comme ça, c'est qu'en fait un entrepreneur il se développe étape par étape et il doit, je n'aime pas trop dire il doit, mais c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent finalement, il doit passer par un escalier finalement. Et tu as la première marche où quand tu fais de la prestat de service comme moi, tu vas faire du done for you, c'est-à-dire tu exécutes les choses pour ton client, c'est toi qui fais l'opérationnel pour ton client. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure qui va être du done with you. C'est-à-dire que tu vas plus faire l'opérationnel, par contre tu vas conseiller, tu vas coacher et tu vas faire monter en compétence ton client et c'est lui qui va exécuter les choses. Et en fait je me rends compte que j'ai envie d'aller vers là. Ça fait quelques temps que j'ai envie d'y aller mais sans trop savoir pourquoi. J'avais un peu ce blocage, là j'ai l'impression que ça bouge, afficher ma tête. Au début, je disais que j'étais un peu introverti et que ça m'allait bien d'être un peu en arrière-plan. C'est ce qui m'allait très bien du coup avec ma façon de fonctionner, on va dire actuelle, puisque je m'affichais pas trop. J'étais derrière mes clients. Mais là, j'ai envie un peu de prendre un peu ma place sur le marché, un peu de me différencier. Aujourd'hui, comme on le disait, il y a énormément d'acteurs qui font la même chose que moi. Donc, j'ai eu la chance de bien marcher parce que j'étais un peu tout seul au début. Aujourd'hui, je suis un peu fondu dans la masse, même si j'ai une petite notoriété dans le milieu du coaching, sans que ce soit exceptionnel non plus, mais j'ai un petit réseau. J'ai envie d'aller vers l'étape supérieure et justement de commencer à me montrer un peu à l'écran. Donc je suis un peu en train de développer, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Pour développer ton personal branding. Pour développer mon personal branding, exactement. Je commence un peu à publier sur LinkedIn aussi. Donc ouais, j'ai envie de développer un peu cette partie-là et toujours vendre la même compétence, mais différemment. Okay. Et donc petit à petit, je suis en train de diminuer le done for you. Pour aller sur du done, même pas done with you finalement. J'ai envie de passer cette étape-là, je sais pas si c'est malin, mais j'ai un peu envie de passer cette étape-là et d'aller directement sur de la formation et de la vente de templates d'automatisation. Ok. Donc ça serait des plus petits produits. Ça serait des plus petits produits que je vendrais plus en masse et qui auront finalement autant d'impact sur les personnes qui les mettent en place. Et donc cette notion d'utilité elle se renforce et elle devient même encore plus grande parce que du coup je touche beaucoup plus de monde et ça me fait kiffer. Ok. Et tu as des tarifs encore plus avantageux. Et forcément, il y a des tarifs qui sont plus avantageux. Ouais. Et donc après,
Bien sûr, s'il y a des projets vraiment intéressants qui me plaisent, sur lesquels j'ai envie de bosser, bah ouais, je vais faire un peu de Done for You parce que c'est aussi très lucratif, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de passer plus de temps sur la partie création de contenu, partage de contenu, que sur la partie, bah, je fais un peu les trucs en arrière-plan pour 4-5 clients en même temps. Donc ouais, j'ai envie de réinverser la balance. Et puis bah, forcément aussi, qui est un peu, je pense, tout... Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majorité, je pense, des entrepreneurs, atteindre le côté où tu décorrèles au maximum ton temps de tes revenus, quoi. Et en Done for You, c'est quasiment impossible, à part augmenter tes prix, mais tu peux pas augmenter tes prix à l'infini. Ou commencer à recruter et créer une agence. Ou commencer à recruter et créer une agence, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, comme on le disait tout à l'heure. Moi, j'ai envie de bosser tranquille dans mon coin, au pire avec une assistante et peut-être un monteur vidéo, tu vois, mais j'ai envie de rester quand même petit. Je fais pas la course au chiffre d'affaires. Je fais plus la course, si on peut dire ça, à combien des clients je vais réussir à aider. Ok. Et au temps que tu passes. Et forcément, au temps que j'y passe en même temps. Le plus je peux aider de monde en moins de temps possible, c'est un peu mon objectif ultime. C'est un peu, je pense, mon prochain boss. Ouais. Maintenant qu'on a abordé la partie un peu plus perso, on va aller dans le technique pour ceux que ça intéresse. Ouais. À partir de combien de chiffre d'affaires tu commences à automatiser ton business ? En vrai, c'est pas vraiment une question de chiffre d'affaires. C'est plus une question de... Quels sont tes goulots d'étranglement que tu as actuellement et quels sont un peu les différents patterns, les process qui reviennent tout le temps et que tu exécutes toujours exactement de la même manière. Y a des business où tu vas commencer à mettre en place de l'automatisation à partir de, je sais pas, je dis une bêtise, 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel parce que tu vends des produits chers et que en fait, tu as 4-5 clients et tu as juste une énorme personnalisation à chaque client. Donc en fait, tu n'as pas vraiment d'intérêt à mettre en place de l'automatisation, si ce n'est éventuellement quand tu as un rendez-vous Calendly, ça tombe dans ton CRM, quoi, tu vois. C'est pas hyper pertinent à ce moment-là, et comme tu personnalises énormément les choses pour tes clients, bah, l'automatisation n'est pas hyper adaptée. Alors que tu as des petits business, je te prends un exemple, une agence de leads, par exemple, une agence qui revend des leads, l'automatisation elle va être hyper importante dès le début presque, parce qu'il a besoin d'accumuler tous les leads et donc de les chercher de quelque part, donc ça soit c'est du scrapping, soit c'est via de la publicité Facebook et puis éventuellement un formulaire derrière pour les qualifier, mais donc tout ça, il faut les faire descendre dans un CRM, les catégoriser pour pouvoir les revendre derrière à d'autres clients. Donc là, l'automatisation, elle vient très vite. Ouais, elle est quasi indispensable. Elle est quasi indispensable dès le début, ou alors tu recrutes des équipes et t'es 15 000 personnes et ça te coûte trop cher et t'es pas rentable. C'est ça. Donc, ça va dépendre un peu du business. Okay. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de chiffre d'affaires, je pense. C'est dès que tu vois qu'il y a une tâche répétitive. C'est ça. Dès que tu détectes qu'il y a une tâche que tu répètes à l'identique, ou si ce n'est quasiment à l'identique à chaque fois, que tu as une personnalisation qui est très minime, et par là j'entends juste changer le nom du client, son adresse mail et 2-3 champs comme ça, ça l'automatisation est hyper pertinente. Okay. Et après, quand tu commences à arriver à des trucs un peu plus élevés, c'est ok, mes process automatisés ou non, je me rends compte que j'ai des goulots d'étranglement et que quand on arrive à telle étape du process, d'un seul coup, il y a tout qui se ralentit et on n'arrive pas à gérer. Là, on va réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on peut optimiser dans le process existant? Okay. Si on peut l'optimiser, on va l'optimiser, puis on va tester, puis on va voir si ça réduit le goulot d'étranglement. Et puis si ça ne le réduit pas, est-ce qu'il n'y a pas de l'automatisation à les mettre en place, à mettre un truc plus élaboré, plus complexe, pour réduire le goulot et puis continuer à avancer de manière fluide, quoi. Et est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, ouais, en termes d'automatisation? Ouais, ça rejoint ce que je viens de dire finalement, hein, c'est quand tu te rends compte que tu as des endroits dans ton business, dans tes process où il y a tout qui ralentit d'un coup parce que tu manques de main d'œuvre ou juste parce que tu fais les choses d'une manière qui est peut-être pas la plus efficiente.
à ce moment-là, il faut commencer à se poser. Et il y a un truc que tout le monde devrait faire d'ailleurs, que tu automatises ou non, que toutes les entreprises devraient mettre en place, c'est mapper en fait tout ce que tu fais dans ton business, tous les process que tu as dans ton business, qu'ils soient carrés ou pas carrés. Mais justement, le fait de mapper ça sur un outil de mind map ou de flowchart, type Miro, Whimsical, Lucidchart, bref, il y en a 1000, tu prends celui que tu veux. Mais pouvoir dire, voilà, étape 1, j'ai un lead qui rentre, j'ai un lead qui réserve un appel avec moi. Qu'est-ce que j'en fais à partir de là? Est-ce que je l'appelle? Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui a été fixé via un Calendly? Bref, c'est vraiment essayer de décortiquer au maximum toute la chaîne de valeur de ton business, tout ce que tu fais au quotidien. Et à partir de là, tu commences à te dire, ok, est-ce que le fait que quand il y a un prospect qui réserve un rendez-vous avec moi, on va partir vraiment de la base archaïque, j'échange de mails, je fais 3-4 échanges de mails pour pouvoir définir un rendez-vous avec mon client. Est-ce que le fait de passer, je te dis une bêtise, 20 minutes à échanger des mails, enfin en cumulé entre tous les emails, ça a une vraie valeur pour ton business? Est-ce que mettre en place un Calendly qui te coûte 10 balles par mois n'est pas plus pertinent? Bah si. Donc tu vois, c'est décomposer au maximum les choses et puis prendre point par point. Ok, est-ce que ça a un intérêt que je le fasse à la main? Ou que ce soit moi ou mon assistante ou mon tel collaborateur. Et bref, c'est vraiment détailler au maximum les choses pour te rendre compte de, ok, est-ce que tu peux réellement automatiser? Est-ce que je peux... c'est même pas à la limite, tu vois, pas forcément automatiser, c'est plus est-ce que je peux optimiser? Pour moi, mettre en place un Calendly, c'est pas de l'automatisation, c'est de l'optimisation. Par contre, après, si tu commences à dire, quand j'ai un rendez-vous Calendly, je viens remplir mon CRM automatiquement avec le nom du contact, quelles sont les problématiques qu'il y a en ce moment, etc. Ça, c'est une automatisation. Parce que tu vois, entre le moment où j'ai un rendez-vous qui est pris à la main en échange de mails, le moment où je l'ajoute dans mon CRM et que je rentre toutes les infos à la main, tu te rends compte que tu as plein de petites choses que tu peux faire avant même de mettre en place l'automatisation. Donc ouais, c'est ça, c'est détailler au maximum. Et il y a aussi un truc qui peut aider pas mal, c'est un concept que j'ai appris de Julien Musi d'ailleurs, qui s'appelle 100 Units of Time, qui consiste à, tu prends un Excel, bête et méchant, et tu notes tous les jours ce que tu fais dans ta journée. C'est-à-dire que, je te dis une bêtise, je commence ma journée à 8h du matin. 8h du matin, je mets début de journée, je m'attaque à une tâche. Dès que je finis ma tâche, je reviens dans mon tableur, j'écris ce que j'ai fait, jusqu'à quelle heure. Et ensuite, ta tâche suivante, de quelle heure à quelle heure, de quelle heure à quelle heure. Tu traques tout. Tu traques tout jusqu'au moment où à un moment tu en as marre, tu sors ton téléphone, tu scrolles sur Insta, tu notes que tu as passé une demi-heure sur Insta à regarder des réels qui servent à rien. Tu notes vraiment tout du début à la fin de ta journée et à partir de là, ça te permet de prendre conscience de plusieurs choses. Où est-ce que tu perds du temps inutilement? Hashtag Instagram. C'est le fléau de beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui se perdent sur les réseaux sociaux. Ou est-ce que peut-être y a une tâche qui au final n'était pas compliquée, mais tu te rends compte que tu y as passé 2 heures. Pourquoi tu y as passé 2 heures? Est-ce que la tâche elle te fait chier et que donc tu as procrastiné et tu tournais un peu en rond sur ton ordi? Ou est-ce que finalement tu as juste mal estimé le temps que ça pouvait prendre? Et auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place à ce niveau-là? Bref. Prendre du recul. Prendre du recul. Voilà, tu as résumé parfaitement ce que j'ai dit en 5 minutes. Prendre du recul. Ok, prendre du recul. Trop bien. Est-ce que, parce que pareil, dans le business en ligne, tu as souvent ce fantasme où tu en as qui veulent tout automatiser directement et ils se disent, comme ça, j'ai rien à faire. C'est une connerie. Ouais, ça j'en suis conscient. Est-ce que tu peux tout automatiser, ne plus rien avoir à faire en quelques jours en te lançant, en n'ayant pas encore eu de clients? Parce que souvent, c'est les plus débutants qui se disent moi, je veux faire 20 000 euros par mois sans rien faire, mais qui ne se rendent pas du tout compte de tout ce qu'il y a derrière. J'avais eu d'ailleurs un prospect un jour qui était venu me voir en me disant voilà, je lance mon business, je ne sais même plus ce qu'il faisait, je lance mon business, je veux faire ça, j'ai vu que tu faisais de l'automatisation, est-ce qu'on peut tout automatiser? Oui, mais est-ce que tu as des clients? Non. Pourquoi tu veux automatiser si tu n'as pas de clients? Comme ça, j'irai plus vite quand j'aurai des clients. Oui,
Fais les choses étape par étape. Va chercher des clients, travaille pour tes clients, vends ce que tu as à leur vendre et reviens me voir au moment où tu n'arriveras plus à vendre parce que tu as trop de clients qui viennent te voir. Bref. Pour répondre à ta question, du coup, oui. En 2023, avec l'intelligence artificielle et même avec les derniers trucs là, qui ont été annoncés il y a quelques jours par OpenAI, oui, tu peux tout automatiser. Tout. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que tu devrais le faire ? Non, clairement pas. Clairement pas. Même aussi avancé que ton business puisse être, je pense qu'il ne faut pas tout automatiser. Faut réfléchir de manière rationnelle. Je prends l'exemple parce que c'est le secteur d'activité avec lequel je bosse le plus et puis c'est aussi le vôtre, le milieu du coaching. Est-ce qu'il faut tout automatiser dans un business de coaching ? Non, clairement pas. C'est un business humain à humain. Donc si tu commences à faire interagir des robots aussi entraînés soient-ils, aussi doués soient-ils et aussi, aussi proches de toi ils peuvent être, ça ne sera jamais la même chose que d'échanger en one-to-one comme on est en train de le faire, ou à la limite via un ordi en Zoom et de traiter des problématiques concrètes, réelles, humain à humain. Donc il y a des choses en fait qu'il faut automatiser. Typiquement, c'est les choses où tu as vraiment zéro valeur ajoutée à le faire à la main. On reprend l'exemple du Calendly. Mais il y a des choses où au contraire, attention, tu as une grosse plus-value à le faire manuellement pour des raisons qui peuvent être complètement différentes les unes des autres. Ça peut être, une notion de qualité tout simplement de ce que tu fournis, même si encore une fois, il y a des robots qui sont hyper quali et très bons dans ce qu'ils font, mais tu as aussi la notion de contact humain qui peut être important dans certains business comme le coaching, où c'est idiot d'automatiser, quoi. Ouais, finalement, automatiser, oui, mais ce qui est nécessaire. Mais rationnellement. C'est ça. Et encore une fois, on revient à la prise de recul, prends du recul sur ce que tu fais et vraiment regarde les endroits où t'as pas besoin, toi, physiquement d'être là ou de le faire à la mano. Tu as zéro plus-value à le faire. Dans ces cas-là, vas-y, fais-toi plaisir, automatise au max. Par contre, regarde les endroits où tes clients ont vraiment besoin de toi. Et dans ce cas-là, ça t'automatise pas. Et j'ai pu, avec des clients un peu pris dans cette frénésie d'automatiser les choses, d'être allé un peu trop loin sur certains trucs et de s'être rendu compte qu'en fait, on perdait en qualité, les clients étaient moins satisfaits, alors que le but c'était de les rendre plus satisfaits. Donc on s'est rendu compte, est-ce que c'est l'automatisation ? Il y a un endroit où on a foiré, on a essayé d'ajuster. On a continué, on s'est rendu compte qu'on était toujours sur une courbe descendante. On a dit ciao l'automatisation, tu vois. Et au final, tout de suite, on a vu que la courbe s'est redressée parce que c'est un humain qui allait interagir avec un autre humain et c'était pas une automatisation qui allait interagir. Ouais, j'en vois beaucoup faire cette erreur de tout vouloir automatiser. On a des clients qui ont fait ça il y a pas longtemps, à vouloir automatiser les messages avant leur webinaire. Avant, ils le faisaient à la main et ils ont mis, c'était sur Twilio ou moi je maîtrise pas trop la partie technique, mais ils ont tout automatisé et leurs taux ont complètement chuté. Ils ont arrêté, ça a réaugmenté. Donc arrêtez de croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut tout automatiser, parce qu'au final c'est plus un fantasme qu'autre chose. Et en automatisant ce qui est automatisable et ce qui est nécessaire pour ton activité, c'est là où tu as une plus-value. Et tu viens de dire le mot, à mon avis, pertinent, c'est pour ton activité. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui marche chez l'un va pas forcément marcher chez l'autre. Et donc il y a toujours des petits trucs à ajuster pour son propre business et pas celui des autres. Le business est différent. Ouais. On va maintenant passer à un petit quiz. Je te pose des questions et tu me réponds rapidement, soit première réponse, soit deuxième réponse. Ouais. Plutôt routine stricte ou improvisation ? Bon, j'ai déjà ma petite réponse. Je vais dire routine stricte. Ok. Lire du dev perso ou écrire des affirmations positives ? Alors, c'est vrai que j'ai dit que j'écrivais mes petites affirmations positives tous les matins, mais je suis plus lire du dev perso et essayer de le mettre en application que juste écrire « je suis fort ». Ok. Plutôt loi de l'attraction ou loi de l'action ? Action. Action.
Bon, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression. Couche tôt ou couche tard? Couche tôt. Couche tôt, ok. Bon, bienvenue dans le Ouais, je suis la un papy, team. moi. Ouais, pareil. À 22h, ça commence. 22, Ouais, pareil. Travailler en équipe ou travailler solo? Solo. Ouais, du coup, avoir plusieurs sociétés ou être focus sur une société, t'as fait les deux. Bah, j'ai fait les deux et ce qui marche le mieux, c'est une société. Ok. Enfin, selon moi, après, je sais qu'il y en a d'autres qui marchent autrement, mais Ok. Ouais, encore une fois, c'est propre à chacun. Te faire coacher par ton entrepreneur préféré ou ton athlète préféré? entrepreneur préféré, j'ai pas spécialement d'athlète préféré. Investir en bourse ou investir en immobilier? Je vais dire ce que je fais, investir en bourse, même si j'aimerais bien aller vers l'IMO. Ok. En bourse ou en crypto? Les deux. Les deux? Ok. Pas de choix sur ça. Bah non, je fais les deux, du coup, même si j'aimerais tendre un peu vers l'IMO. Ok. Plutôt voyager tout le temps en mode digital nomade ou avoir de la stabilité et travailler tout le temps au même endroit? Ouais. Je fonctionne mieux quand je suis stable. Ok, ouais, comme beaucoup. C'est pareil, t'as un peu ce fantasme de travailler à Bali, sur ton ordi, sur la plage. Et en fait, moi, tous ceux que je connais qui vont à Bali, leur business, ils font une grosse chute. Ouais. Et après, quand ils reviennent, ça remonte. Ouais. Bah, l'été, souvent, j'avoue que l'été, souvent, je prends un peu plus de temps pour moi. Ok. Et qu'importe où je suis, en fait, je vais bosser genre 3-4 heures tous les matins. Mais après, l'après-midi, je fais rien en vrai. Donc, et puis bon, le but c'est d'être un peu aussi en vacances. Mais non, je sais que je suis plus efficace quand je suis à la maison avec mes écrans, tranquille. Ouais, nous aussi, on voit une différence. Hein. Depuis qu'on a les bureaux là en Ouais. août, on voit une grosse différence qu'avant quand on était partout, mais nulle part en même temps. Quoi. C'est exactement voilà. Ok. Ta pire expérience dans l'entrepreneuriat? Je dirais avec une cliente au début quand je commençais à faire de l'automatisation qui a voulu tout automatiser et au final la collaboration est partie un peu en couille. Ok. Ok. Ta meilleure expérience dans l'entrepreneuriat? Bah, collaboration avec Julien Musy, j'ai appris énormément. Trop bien. Bon, tu lui fais de la pub à ce Julien. Ouais, bah j'ai de la gratitude pour ce gars, donc ouais. Pourquoi cette activité et pas une autre? Parce que j'aime résoudre des problèmes. Et j'aime la techno, donc j'aime résoudre des problèmes techniques. Ok, c'est clair. Si tu devais redémarrer de zéro, que tu n'avais plus le droit de faire cette activité, qu'est-ce que tu ferais? Je crois que j'essaierai de faire de l'IMO, ça m'attire, je sais pas pourquoi. J'essaierai de faire de l'IMO. Ok, de l'IMO. C'est un peu la mode en ce moment. Ouais, peut-être aussi. Beaucoup c'est sont pour ça que ça attirés. m'attire, Ok. mais- On en entend de plus en plus parler sur les réseaux. Si tu pouvais organiser un dîner avec un entrepreneur, vivant ou mort, ça serait qui? Sauf Julien Musy. Non. Je dirais Elon Musk pour sa vision un peu folle des choses. Ok. Ouais. C'est clair. Ouais, pour son délire de vouloir faire des choses complètement tarées, mais qui finalement font avancer l'innovation dans le monde et la techno, quoi. Ouais, il arrive à le faire. Et il arrive à le faire. à mesure. Ouais. Tout le monde le prend pour un fou, mais. Ouais, mais finalement, je pense qu'il a une vision beaucoup plus long terme que 99,9% du monde entier. Et il y a des choses intéressantes. Il y a des choses un peu bizarres, il faut trier, mais forcément, il y a des choses intéressantes. Dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir dans cette interview? Qui c'est que j'aimerais voir dans cette interview? Bon, on en a parlé plusieurs fois, je pense que ça peut être hyper intéressant pour tout le monde. Julien Musy, je pense qu'il peut apporter énormément à ce podcast. Ok, bon, je le contacterai. Je lui dirais que tu avais bien parlé de lui tout le long de l'interview. Trop bien. On remercie aujourd'hui Rémi d'être venu pour cette super interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, merci Maxence. On peut me retrouver sur LinkedIn, la porte d'entrée la plus facile. Quel nom? Rémi Rongière. Okay. On l'écrira, je le mettrai dans la description. Ouais, exactement. Ou ma chaîne YouTube que je suis en train de développer là, qui est un peu mon focus du moment, qui a pour but de partager des petites automatisations simples à mettre en place, même si tu n'es pas expert et que tu ne veux pas le devenir.
L'idée, c'est vraiment de partager juste des petits trucs très actionnables que tu peux mettre en place tout seul de ton côté, juste en suivant la vidéo YouTube, et qui peuvent te faire gagner quelques minutes par-ci par-là et te rendre un peu plus efficace, productif dans ton activité. Okay. Bon, si tu souhaites automatiser ton activité, commencer à automatiser ton activité, retrouve dans la description le lien de la chaîne de Rémi. Yes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à liker et commenter la vidéo si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux me faire des suggestions d'entrepreneurs que tu aimerais bien que j'interviewe. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.